Imaginez un instant que des langues qu'on considère comme anciennes et étrangères, comme le canonien ou l'aramien, n'étaient en fait que des dialectes de l'arabe. C'est la question un peu folle qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en plongeant dans les recherches carrément fascinantes du docteur Mohamed Badjat Al-Koubaissi. Juste ça, cette question-là, ça vient brasser pas mal de choses qu'on pensait couler dans le béton depuis longtemps. C'est comme une sorte d'énigme historique, une énigme linguistique qu'on va essayer de déchiffrer. Bon, pour commencer, faut mettre la table. Il y a un truc super important à saisir. La façon dont on voit l'histoire ancienne de cette région-là, mais elle a été pas mal modelée par des gens de l'extérieur, pas par les peuples qui y vivaient eux-mêmes. Regardons un exemple, ça va être plus clair. Dans le récit hébraïque, celui qui s'appuie sur la Torah, la côte s'appelle Canaan. Puis, de leur côté, les Grecs, eux, ils appellent exactement le même coin la Phénicie. Alors on a deux noms, deux points de vue qui ne viennent pas des gens qui habitent là. Et ça a fini par créer des divisions qui n'existaient peut-être pas au départ, et ça a comme brouillé les pistes sur une identité qui était peut-être, au fond, pas mal plus unifiée. Mais bon, au-delà de l'aspect purement académique, de la recherche, il y a une histoire vraiment humaine, une histoire touchante. C'est vraiment ça qui est à l'origine de toute cette quête de vérité. Faut comprendre que pour le docteur Al-Koubaissi, cette recherche, c'est pas juste des livres. Ça part de son histoire personnelle, de son enfance. Il y a eu les événements de 1948, bien sûr, mais il y a surtout ce moment, en 1952, il a 12 ans et il pleure en regardant le lac de Tibériade, sa patrie, qu'il ne peut plus toucher. Et puis la guerre de 1967, ça a été comme le catalyseur final. C'est là que sa peine s'est vraiment transformée en une mission, la mission de toute une vie. Et cette citation, elle dit tout. On sent vraiment l'urgence dans ces mots. Pour lui, c'était pas juste une question de corriger des dates ou des noms dans un livre d'histoire. C'était beaucoup plus profond. C'était de libérer les esprits d'une grille de lecture qui avait été imposée par d'autres. Bon, maintenant, on plonge vraiment dans le vif du sujet. On se transforme en détective linguistique. Nos indices? Ce sont des inscriptions anciennes, gravées dans la pierre, qui ont traversé les siècles. Mais avant de regarder les preuves, il y a une règle d'or à comprendre. C'est super important. La langue qu'on parle et l'alphabet qu'on utilise pour l'écrire, c'est deux choses complètement différentes. Pensez-y comme ça. L'écriture, c'est juste l'habit que porte une langue. On pourrait écrire du français avec l'alphabet arabe ou de l'arabe avec des lettres latines comme on le fait tout le temps en textant. La langue, elle, ne change pas. OK, première pièce à conviction, la grammaire. Regardez ça. La façon de conjuguer les verbes, qui est un peu comme le squelette d'une langue, eh bien, elle est pareille. Le verbe écrire, kataba, il se forme de la même façon au passé, au présent, à l'impératif, que ce soit en arabe classique, en cananéen ou en araméen. Ça, c'est pas un détail. C'est une correspondance au niveau du moteur même de la langue. Maintenant, les mots, le vocabulaire. Et ce graphique-là, il parle pas mal fort. 86 des mots araméens, on les retrouve déjà dans le dictionnaire de l'arabe classique. C'est énorme. Mais attendez, c'est pas tout. Si on ajoute les mots qui existent dans les dialectes arabes d'aujourd'hui, on monte à plus de 97 de mots en commun. C'est pratiquement le même dictionnaire. Et là, attention, il y a un punch, un revirement de situation. Prenez le mot ba, qui veut dire seulement. Beaucoup de gens pensent que c'est un mot qui vient du persan, sauf que non. Les recherches ont trouvé ce mot dans des textes ougaritiques, dont cananéens, qui datent de presque 4000 ans. Alors ce mot-là, il n'est pas emprunté, il est autochtone, c'est de l'arabe ancien qui était là depuis le début. Un autre exemple tout aussi fascinant, c'est celui de la continuité. Le mot shanan pour dire la haine. On le trouve dans le Coran, OK? Mais on le trouve aussi dans de vieilles inscriptions cananéennes. Et le plus fou, c'est qu'il est encore utilisé de nos jours dans la langue parlée au Maghreb. C'est comme un fil direct qui traverse des millénaires pour nous relier au passé le plus lointain. Alors là, on met toutes les pièces du puzzle ensemble, tous les indices pointent dans la même direction et ça mène à une conclusion qui, disons-le, change pas mal la donne. Alors, on résume le dossier si on veut. On a la même conjugaison, le même squelette de verbes, on a un vocabulaire commun à plus de 97 on a les mêmes règles de grammaire et des mots qui ont survécu pendant des milliers d'années. Le verdict, donc selon les travaux du docteur Al-Koubaissi, est assez clair. Ce qu'on a l'habitude d'appeler le cananien, l'araméen et compagnie, ce ne serait pas des langues séparées. Ce serait plutôt une grande famille de dialectes arabes anciens, ce qu'il appelle les arabiates. L'analogie, c'est un peu comme l'italien, l'espagnol et le français, qui viennent tous du latin. C'est la même idée.
Et là, ça devient vraiment intéressant parce que ça nous ramène directement à aujourd'hui. Les dialectes qu'on parle tous les jours, les Amiyat, qu'on traite souvent de versions corrompues de l'arabe classique, eh bien, selon cette théorie, ce sont eux les vrais héritiers. Ce seraient les descendants directs et bien vivants de toute cette ancienne richesse linguistique. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons ce que ça change concrètement. Parce que les implications de tout ça sont immenses. Ça touche à l'histoire, à la culture et même à la façon dont on se perçoit. Ce que ça fait, c'est que ça fait complètement exploser la ligne du temps habituelle. L'histoire de la langue arabe, on arrête de la faire commencer juste un peu avant l'islam. Non, on la fait reculer de milliers d'années. On a des mentions de rois arabes qui datent de 2340 avant notre ère. C'est un prolongement, une profondeur historique absolument vertigineuse. Et c'est important de souligner quelque chose. On sent bien que le docteur Al-Kubaisi est passionné, c'est clair. Mais il insiste sur la rigueur de sa démarche. Comme il le dit lui-même, il ne part pas de l'émotion pour trouver une vérité qui l'arrange. Non, il part des preuves matérielles, des inscriptions, des faits. Et c'est seulement après avoir trouvé la vérité qu'il utilise l'émotion pour la partager, pour la faire vivre. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Pensez-y une seconde. Si un élément aussi central que la langue a pu être mal interprété pendant aussi longtemps, qu'est-ce que ça veut dire pour tout le reste? Pour toute notre compréhension de l'histoire? Ça ouvre des portes immenses sur tout ce qui reste peut-être à redécouvrir. Ça donne le vertige.